Bonjour, tous les yeux sont tournés vers le décompte des votes électoraux aujourd'hui et vers le vice-président Mike Pence, et le président Trump réaffirme les pouvoirs de Pence en tant que président du Sénat. Le vice-président Pence peut-il agir lors de la session conjointe du Congrès? La question fait de plus en plus débat. Il s'agit principalement de savoir comment il peut traiter la question des 7 États qui ont choisi des électeurs alternatifs qui ont voté pour le président Trump. Lors du second tour du Sénat géorgien le 4 janvier, Pence a assuré aux participants qu'il partageait les préoccupations de millions d'Américains sur l'intégrité des élections. Je vous promets, venez ce mercredi. Nous aurons notre journée au Congrès, nous entendrons les objections, nous entendrons les preuves. Quelques heures après, Trump a déclaré aux électeurs géorgiens qu'il espérait que le vice-président se prononce en leur faveur. Et j'espère que Mike Pence nous aidera. Je dois vous le dire. J'espère que notre grand vice-président, se montrera à la hauteur. Le 4 janvier, l'ancien maire Rudy Giuliani a fait une apparition sur le podcast de Charlie Kirk. Il y a déclaré que le président examine toutes les options constitutionnelles. Cette décision doit être prise par le président et le vice-président. Et ils se réunissent aujourd'hui pour examiner toutes les études et tout le reste. Ils ne prendront probablement pas cette décision avant demain parce que c'est une décision très importante. Selon Giuliani, cette décision sera basée sur 100 ou 200 heures de recherche juridique. Il a également cité l'expérience historique précédente avec Nixon en 1961. Après que les recomptages aient contredit la victoire initiale de Nixon, Hawaï a envoyé 2 listes électorales, l'une en faveur de Nixon et l'autre en faveur de Kennedy. Nixon, en tant que président du Sénat, a agi. Il n'a entendu aucune objection, a ordonné le comptage du certificat démocrate et a ignoré le certificat républicain, même si ce dernier était officiel car il portait la signature du gouverneur. Le 5 janvier, le président Trump a posté un tweet indiquant que le vice-président a le pouvoir de rejeter les électeurs frauduleusement choisis. Le nombre de sénateurs républicains qui soutiennent la contestation du vote électoral a augmenté ces derniers jours, tout comme le nombre de ceux qui s'y opposent. Sur les 50 sénateurs du Parti républicain, on estime que 38 ont pris publiquement position sur la question de s'opposer ou non. Les sénateurs John Hoeven, Kevin Cramer, Shelley Moore, Capito et Rob Portman ont annoncé lundi qu'ils ne soutiennent pas l'objection lors de la certification du vote électoral, malgré les allégations de fraude électorale, avec des raisons similaires de ne pas s'y opposer, en affirmant par exemple que cela dépasse les compétences du Congrès et que cela créerait un mauvais précédent. Le sénateur Hoeven a également fait valoir que les tribunaux sont responsables de la résolution de tout litige électoral et des irrégularités et non pas le Congrès. La sénatrice Moore Capito, qui a été soutenue par le président Trump lors de sa campagne de réélection en 2020, a déclaré qu'elle pense que le Congrès ne devrait envisager de rejeter les votes certifiés que lorsqu'il existe des preuves convaincantes que la mauvaise gestion a changé le résultat de l'élection. L'équipe juridique de Trump et l'avocate Sidney Powell pensent qu'il y a des preuves, comme des milliers de déclarations sous serment alléguant des fraudes électorales, des anomalies statistiques, des photos et des séquences vidéo qui sont incluses dans leur poursuite. Selon les chiffres d'Epoch Times, 25 sénateurs républicains s'opposent aux objections, dont la plupart des leaders du Parti républicain au Sénat. 13 sénateurs, en revanche, se sont engagés à contester, la plus récente étant la sénatrice Kelly Loeffler, qui a fait cette annonce lundi soir, un jour avant le second tour des élections en Géorgie. J'ai une annonce à faire à la Géorgie. Le 6 janvier, je m'opposerai au vote du collège électoral. David Perdue, qui est candidat à la réélection au Sénat, a également déclaré qu'il s'y opposerait s'il en a la possibilité. Lors de la session commune, les objections sont censées déclencher un débat de 2 heures suivi de vote. Un vote à la majorité dans chaque chambre permettrait de confirmer une objection. Mais pour cela, il faudrait que davantage de sénateurs apportent leur soutien. Plusieurs groupes se sont réunis devant la Cour suprême hier, dont le groupe Virginia Women for Trump. Elles ont appelé les législateurs et le vice-président à rejeter les listes des électeurs de certains États clés. Ils ont déclaré que ces listes étaient anticonstitutionnelles.
Une foule de personnes s'est rassemblée à la Cour suprême un jour avant la session conjointe du Congrès pour le comptage des votes électoraux. Ils ont organisé un rassemblement de prière pour créer, disent-ils, une énergie spirituelle. Ils veulent toucher le cœur des législateurs afin qu'ils prennent conscience de leur grande responsabilité dans la préservation de la Constitution. Le fait est que si la Chine communiste envoyait maintenant des soldats courir sur la pelouse de la Maison-Blanche pour renverser notre gouvernement, nous serions tout à fait en droit de l'appeler ce qu'il est, c'est-à-dire un acte de guerre et d'utiliser notre armée pour le réprimer. 4 organisations sont à l'origine du rassemblement dans la capitale, Stop the Steal, AmericanPhoenix.org, Jericho March et Virginia Women for Trump, dont la fondatrice a pris la parole. Beaucoup voient la sagesse de ce que nous faisons et ils comprennent, mais nombreux sont ceux qui adhèrent à l'idée d'un gouvernement mondial qui nous démolit et nous éviscère. De la même manière qu'ils ont fait avec notre grand président ces 5 dernières années, nous voulons qu'il sache que nous l'apprécions, que nous le soutenons, que nous sommes ici aujourd'hui parce que nous croyons en lui et que nous pensons que l'élection a été volée. Parmi la vingtaine d'orateurs, il y avait la sœur du général Michael Flynn, Mary Flynn. Elle a déclaré à la foule que bien que les participants viennent de différents endroits, ils sont tous une seule et même famille de patriotes représentant, selon elle, le prochain parti politique. Le Congrès s'est mis d'accord sur les règles de dépouillement du vote du collège électoral de ce mercredi 6 janvier. Explication en images. Les consignes ont été présentées par le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell. Il indique que les chambres se réuniront en session conjointe sous la conduite du vice-président Mike Pence aujourd'hui. En tant que président du Sénat, il ouvrira tous les certificats et documents censés être des certificats des votes électoraux. 7 États ont envoyé des électeurs alternatifs, ce qui signifie que ces États ont des certificats pour Joe Biden et pour Trump. Les certificats et les documents seront ouverts, présentés et traités dans l'ordre alphabétique, en commençant par l'Alabama. À ce stade, au moins 12 sénateurs républicains et plus de 50 députés s'opposeront à certains des certificats en raison d'irrégularités électorales et d'allégations de fraude. Cela déclencherait un arrêt de la session commune et la conduite d'un débat de 2 heures, suivi de votes dans chacune des chambres. Une contestation sera acceptée si la Chambre et le Sénat votent à la majorité. Toutefois, même les partisans de ce scénario le jugent peu probable puisque les démocrates qui contrôlent la Chambre et les dirigeants républicains du Sénat, dont McConnell, ont exprimé leur désaccord avec le projet d'objection. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré dans une lettre adressée à ses collègues dimanche que les objections pourraient se produire, mais qu'en fin de compte, Biden sera déclaré prochain président. Certains républicains se concentrent sur le rôle de Pence dans la procédure, affirmant qu'il a l'autorité exclusive de décider comment traiter les duels d'électeurs. Le chef de cabinet de Mike Pence, Mark Short, a déclaré que le vice-président partage les préoccupations de millions d'Américains concernant la fraude électorale et les irrégularités lors de la dernière élection. Il a déclaré que Pence se félicite des efforts déployés pour formuler les objections et présenter des preuves ce mercredi 6 janvier. Une nouvelle analyse montre que des centaines de milliers de voix ont été retirées au président Trump en Pennsylvanie. L'auteur de l'étude, le Data Integrity Group, a fourni les données en exclusivité à NTD et à Epoch Times. Le groupe œuvrant dans le domaine de l'intégrité des données affirme avoir découvert que près de 423 000 votes ont été retirés au président Trump en Pennsylvanie. Plus de 204 000 ont été retirés du total le jour des élections et plus de 218 000 du total des votes par correspondance. Leurs investigations montrent que les votes ont été retirés des totaux dans au moins 15 comtés. Le groupe comprend des scientifiques, des ingénieurs et des experts en études des machines. Ils collaborent pour détecter les manipulations de données lors des élections. Ils ont fourni une vidéo en exclusivité à NTD et Epoch Times pour illustrer certaines de leurs conclusions. On voit clairement que les votes par correspondance et les votes le jour de l'élection ne suivent pas l'évolution progressive normale dans le comté de Chester. Trump perd près de 26 000 de ses votes le jour de l'élection et près de 50 000 de ses votes par correspondance. Il en perd ensuite plus de 9 000, puis à nouveau plus de 6 000 après les mises à jour. C'est quelque chose qui ne se produit jamais dans un processus de vote par addition. Selon lui, un graphique progressif se lit de la gauche vers la droite et avec chaque mise à jour, le total des votes doit soit rester le même, soit augmenter. Une diminution signifie que les votes ont été supprimés. Voici un autre exemple montrant des irrégularités dans les données de vote du comté de Lehigh. On peut voir Trump en dehors des clous.
Il obtient plus de 66 000 voix qui sont ensuite retirées de son décompte. Il reçoit ensuite 3 mises à jour progressives pour revenir à plus de 66 000. Mais si c'était une sorte d'erreur humaine, le total ne serait-il pas directement mis à jour pour revenir à la valeur initiale? Pourquoi des mises à jour d'environ 7 000, 18 000, 38 000 sont-elles enregistrées? Et pourquoi les montants ne sont-ils pas égaux à ceux qui ont été retirés? Que s'est-il passé? Ils affirment que l'État et les responsables électoraux attribuent tout changement de vote détecté à une erreur humaine, mais le groupe précise qu'il reste de nombreuses questions à résoudre et se demande pourquoi les fonctionnaires de Pennsylvanie refusent de se pencher sur les irrégularités apparentes. Ce sont quand même des erreurs. Et elles méritent un examen et une analyse approfondie avec des expertises criminalistiques pour en trouver les explications. Nos fonctionnaires électoraux nous demandent de passer à autre chose. Mais ces 400 000 erreurs ne méritent-elles pas une explication plus détaillée et plus légitime? Le groupe demande instamment à l'État d'autoriser des expertises criminalistiques pour préserver l'intégrité des élections. Ils affirment qu'il est irresponsable de certifier les résultats avant que les erreurs et les anomalies présumées ne soient élucidées. Des mots comme père et mère pourraient bien appartenir au passé dans l'enceinte du Capitole. Certains députés cherchent en effet à mettre un terme à l'utilisation du vocabulaire lié au genre à des fins d'inclusion de toutes les identités de genre. Les leaders de la Chambre ont annoncé au 117e Congrès un ensemble de règles incluant une proposition de réforme pour un langage inclusif lié au genre des personnes. Des mots comme père, mère, fils, fille, etc. seraient interdits et remplacés par parents, enfants, membres de la fratrie du parent, etc. Cette nouvelle règle vise à inclure les membres du Congrès qui n'ont pas d'identité de genre. Avec la réélection de Nancy Pelosi à la présidence de la Chambre, les chances que cette nouvelle règle soit appliquée sont accrues. Pelosi compte en effet parmi les personnes à l'origine de la proposition avec le président de la commission du règlement, James McGovern. Des membres du Congrès ont déjà commencé à changer les mots, comme le député Emmanuel Cleaver qui a ajouté un mot en plus à la fin de sa prière d'ouverture du 117e Congrès. Brahma et Dieu sont connus sous de nombreux noms, et dans différentes religions. Amen et Amen. Le mot « amen » vient de l'hébreu et signifie « ainsi soit-il » ou « qu'il en soit ainsi » et n'a rien à voir avec le genre d'une personne. Le député Pete Stauber du Minnesota s'est opposé à la proposition de la nouvelle règle et a fait valoir qu'elle met fin au débat et étouffe la liberté d'expression. Il a déclaré, je cite, « En tant que père, mari et fils fiers de l'être, je vais voter non ». Des législateurs britanniques demandent à leur gouvernement d'enquêter sur les allégations liées au virus. Cela fait suite à la déclaration d'un conseiller de la Maison-Blanche selon laquelle le virus du PCC proviendrait d'un laboratoire. Le conseiller à la sécurité du président Trump, Matthew Pottinger, aurait déclaré aux responsables britanniques lors d'une récente visioconférence, je cite, « Il y a un nombre croissant de preuves indiquant que le laboratoire est sans doute la source la plus probable du virus. » En réaction à ce commentaire, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié la déclaration de mensonge et de rumeur de médiocre qualité. Pékin affirme que le virus a été découvert dans un marché d'animaux sauvages à Wuhan et qu'il s'est transmis des animaux aux humains. Mais Pottinger a déclaré, je cite, « Même les dirigeants de Pékin ont ouvertement rejeté l'histoire du marché aux animaux. » Un ancien fonctionnaire britannique qui était présent à la réunion a déclaré aux médias locaux que les commentaires de Pottinger ont contribué à consolider les arguments entourant la théorie de la fuite du laboratoire. L'avenir des États-Unis repose sur ce qui va se passer aujourd'hui à Washington. La session conjointe du Congrès comptera les votes du collège électoral pour déterminer qui sera le prochain président. Nous serons en direct de Washington dès 14h pour vous informer en direct de la capitale tout au long de l'après-midi et de la soirée. Vous pourrez nous suivre sur YouTube. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.